Germinal, partie 11 du livre audio, chapitre 3 de la partie 5 du roman. Dès le matin, avant le jour, un frémissement avait agité les corons, ce frémissement qui s'enflait à cette heure par les chemins dans la campagne entière. Mais le départ convenu n'avait pu avoir lieu, une nouvelle se répandait, des dragons et des gendarmes battaient la plaine. On racontait qu'ils étaient arrivés de Douai pendant la nuit. On accusait Rasseneur d'avoir vendu les camarades en prévenant M. Hennebeau. Même une herscheuse jurait qu'elle avait vu passer le domestique qui portait la dépêche au télégraphe. Les mineurs serraient les poings, guettaient les soldats, derrière leurs persiennes, à la clarté pâle du petit jour. Vers 7h30, comme le soleil se levait, un autre bruit circula, rassurant les impatients. C'était une fausse alerte, une simple promenade militaire, ainsi que le général en ordonnait parfois depuis la grève, sur le désir du préfet de Lille. Les grévistes exécraient ce fonctionnaire, auquel il reprochait de les avoir trompés par la promesse d'une intervention conciliante qui se bornait, tous les 8 jours, à faire défiler les troupes dans Montsou pour les tenir en respect. Aussi, lorsque les dragons et les gendarmes reprirent tranquillement le chemin de Marchiennes, après s'être contentés d'assourdir les corons du trot de leurs chevaux sur la terre dure, les mineurs se moquèrent-ils de cet innocent de préfet, avec ses soldats qui tournaient les talons quand les choses allaient chauffer. Jusqu'à 9h, ils se firent du bon sang, l'air paisible, devant les maisons, tandis qu'ils suivaient des yeux, sur le pavé, les dos débonnaires des derniers gendarmes. Au fond de leur grand lit, les bourgeois de Montsou dormaient encore, la tête dans la plume. À la direction, on venait de voir Madame Hennebeau partir en voiture, laissant Monsieur Hennebeau au travail sans doute, car l'hôtel, clos et muet, semblait mort. Aucune fosse ne se trouvait gardée militairement. C'était l'imprévoyance fatale à l'heure du danger, la bêtise naturelle des catastrophes, tout ce qu'un gouvernement peut commettre de faute dès qu'il s'agit d'avoir l'intelligence des faits. Et 9h sonnait lorsque les charbonniers prirent enfin la route de Vandame pour se rendre au rendez-vous décidé la veille dans la forêt. D'ailleurs, Étienne comprit tout de suite qu'il n'aurait point, là-bas, à Jean-Bart, les 3000 camarades sur lesquels il comptait. Beaucoup croyaient la manifestation remise, et le pis était que 2 ou 3 bandes, déjà en chemin, allaient compromettre la cause, s'ils ne se mettaient pas quand même à leur tête. Près d'une centaine, partis avant le jour, avaient dû se réfugier sous les hêtres de la forêt en attendant les autres. Souvarine, que le jeune homme monta consulter, haussa les épaules. 10 gaillards résolus faisaient plus de besogne qu'une foule. Et il se replongea dans un livre ouvert devant lui. Il refusa d'en être. Cela menaçait de tourner encore au sentiment lorsqu'il aurait suffi de brûler Montsou, ce qui était très simple. Comme Étienne sortait par l'allée de la maison, il aperçut Rasseneur assis devant la cheminée de fonte, très pâle, tandis que sa femme, grandie dans son éternelle robe noire, l'invectivait en paroles tranchantes et polies. Maheu fut d'avis qu'on devait tenir sa parole. Un pareil rendez-vous était sacré. Cependant, la nuit avait calmé leur fièvre à tous. Lui, maintenant, craignait un malheur, et il expliquait que leur devoir était de se trouver là-bas pour maintenir les camarades dans le bon droit. La Maheude approuva d'un signe. Étienne répétait avec complaisance qu'il fallait agir révolutionnairement, sans attenter à la vie des personnes. Avant de partir, il refusa sa part d'un pain qu'on lui avait donné la veille, avec une bouteille de genièvre. Mais il but coup sur coup 3 petits verres, histoire simplement de combattre le froid. Même, il en emporta une gourde pleine. Alzire garderait les enfants. Le vieux Bonnemort, les jambes malades d'avoir trop couru la veille, était resté au lit. On ne s'en alla point ensemble, par prudence. Depuis longtemps, Jeanlin avait disparu. Maheu et la Maheude filèrent de leur côté, obliquant vers Montsou, tandis qu'Étienne se dirigea vers la forêt, où il voulait rejoindre les camarades. En route, il rattrapa une bande de femmes, parmi lesquelles il reconnut la Brûlé et la Levaque.
Elles mangeaient en marchant des châtaignes que la mouquette avait apportées. Elles en avalaient les pelures pour que ça leur tînt davantage à l'estomac. Mais, dans la forêt, il ne trouva personne. Les camarades déjà étaient à Jean-Bart. Alors, il prit sa course. Il arriva devant la fosse au moment où Levaque et une centaine d'autres pénétraient sur le carreau. De partout, des mineurs débouchaient, les Maheu par la grande route, les femmes à travers champs, tous débandés, sans chef, sans armes, coulant naturellement là, ainsi qu'une eau débordée qui suit les pentes. Étienne aperçut Jeanlin grimper sur une passerelle installée comme au spectacle. Il courut plus fort, il entra avec les premiers. On était à peine 300. Il y eut une hésitation, lorsque Deneulin se montra en haut de l'escalier qui conduisait à la recette. « Que voulez-vous » demanda-t-il d'une voix forte. Après avoir vu disparaître la calèche, d'où ses filles lui riaient encore, il était revenu à la fosse, repris d'une vague inquiétude. Tout pourtant s'y trouvait en bon ordre. La descente avait eu lieu, l'extraction fonctionnait, et il se rassurait de nouveau. Il causait avec le maître Porion lorsqu'on lui avait signalé l'approche des grévistes. Vivement, il s'était posté à une fenêtre du criblage, et devant ce flot grossissant qui envahissait le carreau, il avait eu la conscience immédiate de son impuissance. Comment défendre ces bâtiments ouverts de toutes parts ? À peine aurait-il pu grouper une vingtaine de ses ouvriers autour de lui. Il était perdu. « Que voulez-vous » répéta-t-il, blême de colère rentrée, faisant un effort pour accepter courageusement son désastre. Il y eut des poussées et des grondements dans la foule. Étienne finit par se détacher en disant « Monsieur, nous ne venons pas vous faire du mal, mais il faut que le travail cesse partout. » Deneulin le traita carrément d'imbécile. « Est-ce que vous croyez que vous allez me faire du bien si vous arrêtez le travail chez moi ? C'est comme si vous me tiriez un coup de fusil dans le dos, à bout portant. Oui, mes hommes sont au fond, et ils ne remonteront pas, ou il faudra que vous m'assassiniez d'abord. » Cette rudesse de parole souleva une clameur. Maheu dut retenir Levaque, qui se précipitait, menaçant, pendant qu'Étienne parlementait toujours, cherchant à convaincre Deneulin de la légitimité de leur action révolutionnaire. Mais celui-ci répondait par le droit au travail. D'ailleurs, il refusait de discuter ses bêtises, il voulait être le maître chez lui. Son seul remords était de n'avoir pas là 4 gendarmes pour balayer cette canaille. « Parfaitement, c'est ma faute, je mérite ce qui m'arrive. Avec des gaillards de votre espèce, il n'y a que la force. C'est comme le gouvernement qui s'imagine vous acheter par des concessions. Vous le flanquerez à bas, voilà tout, quand il vous aura fourni des armes. » Étienne, frémissant, se contenait encore. Il baissa la voix. « Je vous en prie, monsieur, donnez l'ordre qu'on remonte vos ouvriers. Je ne réponds pas d'être maître de mes camarades. Vous pouvez éviter un malheur. »« Non, fichez-moi la paix. Est-ce que je vous connais ? Vous n'êtes pas de mon exploitation, vous n'avez rien à débattre avec moi. Il n'y a que des brigands qui courent ainsi les campagnes pour piller les maisons. » Des vociférations maintenant couvraient sa voix. Les femmes surtout l'insultaient. Et lui, continuant à leur tenir tête, éprouvait un soulagement dans cette franchise qui vidait son cœur d'autoritaire. Puisque c'était la ruine de toute façon, il trouvait lâches les platitudes inutiles. Mais leur nombre augmentait toujours. Près de 500 déjà se ruaient vers la porte. Et il allait se faire écharper lorsque son maître Porion le tira violemment en arrière. « De grâce, monsieur, ça va être un massacre. À quoi bon faire tuer des hommes pour rien ?» Il se débattait et il protesta dans un dernier cri jeté à la foule. « Tas de bandits ! Vous verrez ça quand nous serons redevenus les plus forts !» On l'emmenait. Une bousculade venait de jeter les premiers de la bande contre l'escalier, dont la rampe fut tordue. C'étaient les femmes qui poussaient, glapissantes, excitant les hommes. La porte céda, tout de suite, une porte sans serrure, fermée simplement au loquet. Mais l'escalier était trop étroit, la cohue écrasée n'aurait pu entrer de longtemps.
si la queue des assiégeants n'avait pris le parti de passer par les autres ouvertures. Alors il en déborda de tous côtés, de la baraque, du criblage, du bâtiment des chaudières. En moins de 5 minutes, la fosse entière leur appartint. Ils en battaient les 3 étages au milieu d'une fureur de gestes et de cris, emportés dans l'élan de leur victoire sur ce patron qui résistait. Maheu, effrayé, s'était élancé un des premiers en disant à Étienne « Faut pas qu'il le tue !» Celui-ci courait déjà, puis, quand il eut compris que Deneulin s'était barricadé dans la chambre des porions, il répondit « Après, est-ce que ce serait de notre faute? Un enragé pareil !» Cependant, il était plein d'inquiétude, trop calme encore pour céder à ce coup de colère. Il souffrait aussi dans son orgueil de chef en voyant la bande échapper à son autorité, s'enrager en dehors de la froide exécution des volontés du peuple, telle qu'il l'avait prévue. Vainement, il réclamait du sang-froid, il criait qu'on ne devait pas donner raison à leurs ennemis par des actes de destruction inutiles. « Aux chaudières !» hurlait la brûlée. « Éteignons les feux !» Levaque, qui avait trouvé une lime, l'agitait comme un poignard, dominant le tumulte d'un cri terrible. « Coupons les câbles ! Coupons les câbles !» Tous le répétèrent bientôt. Seuls, Étienne et Maheu continuaient à protester, étourdis, parlant dans le tumulte, sans obtenir le silence. Enfin, le premier put dire « Mais il y a des hommes au fond, camarades !» Le vacarme redoubla, des voix partaient de toutes parts. « Tant pis, fallait pas descendre, c'est bien fait pour les traîtres. Oui, oui, qu'ils y restent. Et puis, ils ont les échelles. » Alors, quand cette idée des échelles les eut fait s'entêter davantage, Étienne comprit qu'il devait céder. Dans la crainte d'un plus grand désastre, il se précipita vers la machine, voulant au moins remonter les cages pour que les câbles, sciés au-dessus du puits, ne pussent les broyer de leur poids énorme en tombant sur elles. Le machineur avait disparu, ainsi que les quelques ouvriers du jour, et il s'empara de la barre de mise en train. Il manœuvra pendant que Levaque et 2 autres grimpaient à la charpente de fonte qui supportait les molettes. Les cages étaient à peine fixées sur les verrous qu'on entendit le bruit strident de la lime mordant l'acier. Il se fit un grand silence. Ce bruit sembla emplir la fosse entière. Tous levaient la tête, regardaient, écoutaient, saisis d'émotion. Au premier rang, Maheu se sentait gagner d'une joie farouche, comme si les dents de la lime les eussent délivrés du malheur en mangeant le câble d'un de ces trous de misère où l'on ne descendrait plus. Mais la brûlée avait disparu par l'escalier de la baraque, en hurlant toujours « Faut renverser les feux ! Aux chaudières ! Aux chaudières !» Des femmes la suivaient. La Maheude se hâta pour les empêcher de tout casser, de même que son homme avait voulu raisonner les camarades. Elle était la plus calme. On pouvait exiger son droit sans faire du dégât chez le monde. Lorsqu'elle entra dans le bâtiment des chaudières, les femmes en chassaient déjà les 2 chauffeurs, et la brûlée, armée d'une grande pelle, accroupie devant un des foyers, le vidait violemment, jetait le charbon incandescent sur le carreau de briques, où il continuait à brûler avec une fumée noire. Il y avait 10 foyers pour les 5 générateurs. Bientôt, les femmes s'y acharnèrent. La Levaque manœuvrant sa pelle des 2 mains, la Mouquette se retroussant jusqu'aux cuisses afin de ne pas s'allumer, toute sanglante dans le reflet d'incendie, suante et échevelée de cette cuisine de sabbat. Les tas de houille montaient, la chaleur ardente gerçait le plafond de la vaste salle. « Assez donc !» cria la Maheude. « La cambuse flambe !»« Tant mieux !» répondit la brûlée. « Ce sera de la besogne faite !»« Ah, nom de Dieu, je disais bien que je leur ferais payer la mort de mon homme !» À ce moment, on entendit la voix aiguë de Jeanlin. « Attention ! Je vas éteindre, moi ! Je lâche tout !» Entré un des premiers, il avait gambillé au travers de la cohue, enchanté de cette bagarre, cherchant ce qu'il pourrait faire de mal. Et l'idée lui était venue de tourner les robinets de décharge pour lâcher la vapeur.
Les jets partirent avec la violence de coups de feu. Les 5 chaudières se vidèrent d'un souffle de tempête, sifflant dans un tel grondement de foudre que les oreilles en saignaient. Tout avait disparu au milieu de la vapeur. Le charbon pâlissait, les femmes n'étaient plus que des ombres aux gestes cassés. Seul l'enfant apparaissait, monté sur la galerie, derrière les tourbillons de buée blanche, l'air ravi, la bouche fendue par la joie d'avoir déchaîné cet ouragan. Cela dura près d'un quart d'heure. On avait lancé quelques seaux d'eau sur les tas pour achever de les éteindre. Toute menace d'incendie était écartée. Mais la colère de la foule ne tombait pas, fouettée au contraire. Des hommes descendaient avec des marteaux, les femmes elles-mêmes s'armaient de barres de fer, et l'on parlait de crever les générateurs, de briser les machines, de démolir la fosse. Étienne, prévenu, se hâta d'accourir avec Maheu. Lui-même se grisait, emporté dans cette fièvre chaude de revanche. Il luttait pourtant, il les conjurait d'être calmes, maintenant que les câbles coupés, les feux éteints, les chaudières vidées rendaient le travail impossible. On ne l'écoutait toujours pas. Il allait être débordé de nouveau lorsque des huées s'élevèrent dehors, à une petite porte basse où débouchait le goyot des échelles. « À bas, les traîtres! Oh, les sales gueules de lâches! À bas! À bas !» C'était la sortie des ouvriers du fond qui commençait. Les premiers, aveuglés par le grand jour, restaient là, à battre des paupières. Puis, ils défilèrent, tâchant de gagner la route et de fuir. « À bas, les lâches! À bas, les faux frères !» Toute la bande des grévistes était accourue. En moins de 3 minutes, il ne resta pas un homme dans les bâtiments. Les 500 de Montsou se rangèrent sur 2 files pour forcer à passer entre cette double haie ceux de Vandame qui avaient eu la traîtrise de descendre. Et, à chaque nouveau mineur apparaissant sur la porte du goyot, avec les vêtements en loques et la boue noire du travail, les huées redoublaient, des blagues féroces l'accueillaient. « Oh, celui-là, 3 pouces de jambes et le cul tout de suite. Et celui-ci, le nez mangé par les garces du volcan. Et cet autre, dont les yeux pissaient de la cire à fournir 10 cathédrales. Et cet autre, le grand sans fesses, long comme un carême. » Une herscheuse qui déboula, énorme, la gorge dans le ventre et le ventre dans le derrière, souleva un rire furieux. On voulait toucher, les plaisanteries s'aggravaient, tournaient à la cruauté, des coups de poing allaient pleuvoir. Pendant que le défilé des pauvres diables continuait, grelottant, silencieux sous les injures, attendant les coups d'un regard oblique, heureux quand ils pouvaient enfin galoper hors de la fosse. « Ah ça ! Combien sont-ils là-dedans » demanda Étienne. Il s'étonnait d'en voir sortir toujours. Il s'irritait à l'idée qu'il ne s'agissait pas de quelques ouvriers pressés par la faim, terrorisés par les porions. On lui avait donc menti, dans la forêt ? Presque tout Jean Bart était descendu. Mais un cri lui échappa. Il se précipita en apercevant Chaval debout sur le seuil. « Nom de Dieu ! C'est à ce rendez-vous que tu nous fais venir ?» Des imprécations éclataient. Il y eut une poussée pour se jeter sur le traître. Et quoi ? Il avait juré avec eux la veille, et on le trouvait au fond, en compagnie des autres ? C'était donc pour se foutre du monde. « Enlevez-le ! Au puits ! Au puits !» Chaval, blême de peur, bégayait, cherchait à s'expliquer. Mais Étienne lui coupait la parole, hors de lui, pris de la fureur de la bande. « Tu as voulu en être, tu en seras. Allons, en marche, bougre de mufle !» Une autre clameur couvrit sa voix. Catherine, à son tour, venait de paraître, éblouie dans le clair soleil, effarée de tomber au milieu de ces sauvages, et, les jambes cassées des 102 échelles, les paumes saignantes, elle soufflait, lorsque la Maheude, en la voyant, s'élança, la main haute. « Ah, salope, toi aussi ! Quand ta mère crève de faim, tu l'as trahie pour ton maquereau !» Maheu retint le bras, empêcha la gifle. Mais il secouait sa fille, il s'enrageait comme sa femme à lui reprocher sa conduite, tous les deux perdant la tête, criant plus fort que les camarades. La vue de Catherine avait achevé d'exaspérer Étienne. Il répétait « En route, aux autres fosses,
Et tu viens avec nous, sale cochon !» Chaval eut à peine le temps de reprendre ses sabots à la baraque et de jeter son tricot de laine sur ses épaules glacées. Tous l'entraînaient, le forçaient à galoper au milieu d'eux. Éperdue, Catherine remettait également ses sabots, boutonnait à son cou la vieille veste d'homme dont elle se couvrait depuis le froid. Et elle courut derrière son galant, elle ne voulait pas le quitter, car on allait le massacrer, bien sûr. Alors, en 2 minutes, Jean Bart se vida. Jeanlin, qui avait trouvé une corne d'appel, soufflait, poussait des sons rauques, comme s'il avait rassemblé des bœufs. Les femmes, la Brûlé, la Levaque, la Mouquette, relevaient leurs jupes pour courir, tandis que Levaque, une hache à la main, la manœuvrait ainsi qu'une canne de tambour-major. D'autres camarades arrivaient toujours. On était près de 1000, sans ordre, coulant de nouveau sur la route en un torrent débordé. La voie de sortie était trop étroite, des palissades furent rompues. « Aux fosses ! À bas les traîtres ! Plus de travail !» Et Jean Bart tomba brusquement à un grand silence. Pas un homme, pas un souffle. Deneulin sortit de la chambre des porions et, tout seul, défendant du geste qu'on le suivît, il visita la fosse. Il était pâle, très calme. D'abord, il s'arrêta devant le puits, leva les yeux, regarda les câbles coupés. Les bouts d'acier pendaient inutiles. La morsure de la lime avait laissé une blessure vive, une plaie fraîche qui luisait dans le noir des graisses. Ensuite, il monta à la machine, en contempla la bielle immobile, pareille à l'articulation d'un membre colossal frappé de paralysie. En toucha le métal refroidi déjà, dont le froid lui donna un frisson, comme s'il avait touché un mort. Puis, il descendit aux chaudières, marcha lentement devant les foyers éteints, béants et inondés, tapa du pied sur les générateurs qui sonnèrent le vide. Allons, c'était bien fini. Sa ruine s'achevait. Même s'il raccommodait les câbles, s'il rallumait les feux, où trouverait-il des hommes ? Encore 15 jours de grève, il était en faillite. Et, dans cette certitude de son désastre, il n'avait plus de haine contre les brigands de Montsou. Il sentait la complicité de tous, une faute générale, séculaire. Des brutes sans doute, mais des brutes qui ne savaient pas lire et qui crevaient de faim. Chapitre 4. Et la bande, par la plaine rase, toute blanche de gelée sous le pâle soleil d'hiver, s'en allait, débordait de la route, au travers des champs de betteraves. Dès la fourche aux bœufs, Étienne en avait pris le commandement. Sans qu'on s'arrêtât, il criait des ordres, il organisait la marche. Jeanlin, en tête, galopait en sonnant dans sa corne une musique barbare. Puis, au premier rang, les femmes s'avançaient, quelques-unes armées de bâtons, la Maheude avec des yeux ensauvagés qui semblaient chercher au loin la cité de justice promise. La Brûlé, la Levaque, la Mouquette, allongeant toutes leurs jambes sous leurs guenilles, comme des soldats partis pour la guerre. En cas de mauvaise rencontre, on verrait bien si les gendarmes oseraient taper sur des femmes. Et les hommes suivaient, dans une confusion de troupeaux, en une queue qui s'élargissait, hérissée de barres de fer, dominée par l'unique hache de Levaque, dont le tranchant miroitait au soleil. Étienne, au centre, ne perdait pas de vue Chaval, qu'il forçait à marcher devant lui, tandis que Maheu, derrière, l'air sombre, lançait des coups d'œil sur Catherine, la seule femme parmi ses hommes, s'obstinant à trotter près de son amant pour qu'on ne lui fît pas de mal. Des têtes nues s'échevelaient au grand air, on n'entendait que le claquement des sabots, pareil à un galop de bétail lâché, emporté dans la sonnerie sauvage de Jeanlin. Mais, tout de suite, un nouveau cri s'éleva. « Du pain ! Du pain ! Du pain !» Il était midi, la fin des 6 semaines de grève s'éveillait dans les ventres vides, fouettés par cette course en plein champ. Les croûtes rares du matin, les quelques châtaignes de la Mouquette étaient loin déjà, et les estomacs criaient, et cette souffrance s'ajoutait à la rage contre les traîtres. « Aux fosses !
plus de travail, du pain. Étienne, qui avait refusé de manger sa part au coron, éprouvait dans la poitrine une sensation insupportable d'arrachement. Il ne se plaignait pas, mais d'un geste machinal, il prenait sa gourde de temps à autre, il avalait une gorgée de genièvre, si frissonnant qu'il croyait avoir besoin de ça pour aller jusqu'au bout. Ses joues s'échauffaient, une flamme allumait ses yeux. Cependant, il gardait sa tête, il voulait encore éviter les dégâts inutiles. Comme on arrivait au chemin de Joiselle, un haveur de Vandame, qui s'était joint à la bande par vengeance contre son patron, jeta les camarades vers la droite, en hurlant « Ah, Gaston-Marie, faut arrêter la pompe, faut que les eaux démolissent Jean Bart !» La foule entraînée tournait déjà, malgré les protestations d'Étienne, qui les suppliait de laisser épuiser les eaux. À quoi bon détruire les galeries ? Cela révoltait son cœur d'ouvrier, malgré son ressentiment. Maheu, lui aussi, trouvait injuste de s'en prendre à une machine. Mais le haveur lançait toujours son cri de vengeance, et il fallut qu'Étienne criât plus fort. « À Mirou ! Il y a des traîtres au fond ! À Mirou ! À Mirou !» D'un geste, il avait refoulé la bande sur le chemin de gauche, tandis que Jeanlin, reprenant la tête, soufflait plus fort. Un grand remous se produisit. Gaston-Marie, pour cette fois, était sauvé. Et les 4 kilomètres qui les séparaient de Mirou furent franchis en une demi-heure, presque au pas de course, à travers la plaine interminable. Le canal, de ce côté, la coupait d'un long ruban de glace. Seuls les arbres dépouillés des berges, changés par la gelée en candélabres géants, en rompaient l'uniformité plate, prolongée et perdue dans le ciel de l'horizon comme dans une mer. Une ondulation des terrains cachait Montsou et Marchienne, c'était l'immensité nue. Ils arrivaient à la fosse lorsqu'ils virent un porion se planter sur une passerelle du criblage pour les recevoir. Tous connaissaient fort bien le père Candieu, le doyen des porions de Montsou, un vieux tout blanc de peau et de poils qui allait sur ses 70 ans, un vrai miracle de belle santé dans les mines. « Qu'est-ce que vous venez fiche par ici, tas de galvaudeux !» cria-t-il. La bande s'arrêta. Ce n'était plus un patron, c'était un camarade, et un respect les retenait devant ce vieil ouvrier. « Il y a des hommes au fond, » dit Étienne. « Fais-les sortir. »« Oui, il y a des hommes, » reprit le père Candieu. « Il y en a bien 6 douzaines. Les autres ont eu peur de vous, méchants bougres. Mais je vous préviens qu'il n'en sortira pas un, ou que vous aurez affaire à moi. » Des exclamations coururent. Les hommes poussaient, les femmes avancèrent. Vivement descendu de la passerelle, le porion barrait la porte maintenant. Alors, Maheu voulut intervenir. « Vieux, c'est notre droit. Comment arriverons-nous à ce que la grève soit générale si nous ne forçons pas les camarades à être avec nous ?» Le vieux demeura un moment muet. Évidemment, son ignorance en matière de coalition égalait celle du haveur. Enfin, il répondit. « C'est votre droit, je ne dis pas. Mais moi, je ne connais que la consigne. Je suis seul ici. Les hommes sont au fond pour jusqu'à 3 heures. Et ils y resteront jusqu'à 3 heures. » Les derniers mots se perdirent dans des huées. On le menaçait du poing. Déjà, les femmes l'assourdissaient, lui soufflaient leur haleine chaude à la face. Mais il tenait bon, la tête haute, avec sa barbiche et ses cheveux d'un blanc de neige. Et le courage enflait tellement sa voix qu'on l'entendait distinctement par-dessus le vacarme. « Nom de Dieu, vous ne passerez pas ! Aussi vrai que le soleil nous éclaire, j'aime mieux crever que de laisser toucher au câble. Ne poussez donc plus, je me fous dans le puits devant vous !» Il y eut un frémissement. La foule recula, saisie. Lui continuait. « Quel est le cochon qui ne comprend pas ça ? Moi, je ne suis qu'un ouvrier comme vous autres. On m'a dit de garder, je garde !» Et son intelligence n'allait pas plus loin. Au père Candieu, raidi dans son entêtement du devoir militaire, le crâne étroit, l'œil éteint par la tristesse noire d'un demi-siècle de fond. Les camarades le regardaient,
remués, ayant quelque part en eux l'écho de ce qu'il leur disait, cette obéissance du soldat, la fraternité et la résignation dans le danger. Il crut qu'ils hésitaient encore. Il répéta « Je me fous dans le puits devant vous !» Une grande secousse remporta la bande. Tous avaient tourné le dos, la galopade reprenait sur la route droite, filant à l'infini, au milieu des terres. De nouveau, les cris s'élevaient. « À Madeleine! À Crève-Cœur! Plus de travail! Du pain! Du pain !» Mais, au centre, dans l'élan de la marche, une bousculade avait lieu. C'était Chaval, disait-on, qui avait voulu profiter de l'histoire pour s'échapper. Étienne venait de l'empoigner par un bras en menaçant de lui casser les reins s'il méditait quelque traîtrise. Et l'autre se débattait, protestait rageusement. « Pourquoi tout ça ? Est-ce qu'on n'est plus libre ? Moi, je gèle depuis 1 heure. J'ai besoin de me débarbouiller. Lâche-moi !» Il souffrait en effet du charbon collé à sa peau par la sueur, et son tricot ne le protégeait guère. « File, ou c'est nous qui te débarbouillerons, » répondait Étienne. « Fallait pas renchérir en demandant du sang. » On galopait toujours. Il finit par se tourner vers Catherine, qui tenait bon. Cela le désespérait de la sentir près de lui, si misérable, grelottante sous sa vieille veste d'homme, avec sa culotte boueuse. Elle devait être morte de fatigue. Elle courait tout de même, pourtant. « Tu peux t'en aller, toi, » dit-il enfin. Catherine parut ne pas entendre. Ses yeux, en rencontrant ceux d'Étienne, avaient eu seulement une courte flamme de reproche. Et elle ne s'arrêtait point. Pourquoi voulait-il qu'elle abandonnât son homme ? Chaval n'était guère gentil, bien sûr. Même il la battait, des fois. Mais c'était son homme, celui qui l'avait eu le premier. Et cela l'enrageait qu'on se jetât à plus de 1000 contre lui. Elle l'aurait défendu, sans tendresse, pour l'orgueil. « Va-t'en !» répéta violemment Maheu. Cet ordre de son père ralentit un instant sa course. Elle tremblait, des larmes gonflaient ses paupières. Puis, malgré sa peur, elle reprit sa place, toujours courant. Alors, on la laissa. La bande traversa la route de Joiselle, suivit un instant celle de Cron, remonta ensuite vers Cougny. De ce côté, des cheminées d'usines rayaient l'horizon plat, des hangars de bois, des ateliers de briques, aux larges baies poussiéreuses, défilaient le long du pavé. On passa coup sur coup près des maisons basses de 2 corons. Celui des 180, puis celui des 76. Et de chacun, à l'appel de la corne, à la clameur jetée par toutes les bouches, des familles sortirent, des hommes, des femmes, des enfants, galopant eux aussi, se joignant à la queue des camarades. Quand on arriva devant Madeleine, on était bien 1500. La route dévalait en pente douce. Le flot grondant des grévistes dut tourner le terri avant de se répandre sur le carreau de la mine. À ce moment, il n'était guère plus de 2 heures. Mais les porions, avertis, venaient de hâter la remonte. Et, comme la bande arrivait, la sortie s'achevait. Il restait au fond une 20aine d'hommes qui débarquèrent de la cage. Ils s'enfuirent, on les poursuivit à coups de pierre. 2 furent battus, un autre y laissa une manche de sa veste. Cette chasse à l'homme sauva le matériel, on ne toucha ni aux câbles ni aux chaudières. Déjà, le flot s'éloignait, roulait sur la fosse voisine. Celle-ci, Crève-Cœur, ne se trouvait qu'à 500 mètres de Madeleine. Là, également, la bande tomba au milieu de la sortie. Une herscheuse y fut prise et fouettée par les femmes, la culotte fendue, les fesses à l'air, devant les hommes qui riaient. Les galibots recevaient des gifles, des haveurs se sauvèrent, les côtes bleues de coups, le nez en sang. Et, dans cette férocité croissante, dans cet ancien besoin de revanche dont la folie détraquait toutes les têtes, les cris continuaient, s'étranglaient, la mort des traîtres, la haine du travail mal payé, le rugissement du ventre voulant du pain. On se mit à couper les câbles, mais la lime ne mordait pas, c'était trop long. Maintenant qu'on avait la fièvre d'aller en avant, toujours en avant. Aux chaudières, un robinet fut cassé, tandis que l'eau, jetée à plein seau dans les foyers, faisait éclater les grilles de fonte.
Dehors, on parla de marcher sur Saint-Thomas. Cette fosse était la mieux disciplinée. La grève ne l'avait pas atteinte. Près de 700 hommes devaient y être descendus. Et cela exaspérait. On les attendrait à coups de trique, en bataille rangée, pour voir un peu qui resterait par terre. Mais la rumeur courut qu'il y avait des gendarmes à Saint-Thomas. Les gendarmes du matin dont on s'était moqué. Comment le savait-on ? Personne ne pouvait le dire. N'importe, la peur les prenait. Ils se décidèrent pour Feutry-Cantel, et le vertige les remporta. Tous se retrouvèrent sur la route, claquant des sabots, se ruant. « À Feutry-Cantel ! À Feutry-Cantel !» Les lâches y étaient bien encore 400. On allait rire. Située à 3 kilomètres, la fosse se cachait dans un pli de terrain près de la Scarpe. Déjà, l'on montait la pente des plâtrières, au-delà du chemin de Bonny, lorsqu'une voix, demeurée inconnue, lança l'idée que les dragons étaient peut-être là-bas, à Feutry-Cantel. Alors, d'un bout à l'autre de la colonne, on répéta que les dragons y étaient. Une hésitation ralentit la marche. La panique peu à peu soufflait dans ce pays endormi par le chômage qu'il battait depuis des heures. Pourquoi n'avait-il pas buté contre des soldats ? Cette impunité les troublait à la pensée de la répression qu'ils sentaient venir. Sans qu'on sût d'où ils partaient, un nouveau mot d'ordre les lança sur une autre fosse. « À la victoire ! À la victoire !» Il n'y avait donc ni dragons ni gendarmes à la victoire ? On l'ignorait. Tous semblaient rassurés. Et faisant volte-face, ils descendirent du côté de Beaumont, ils coupèrent à travers champs pour attraper la route de Joiselle. La voie du chemin de fer leur barrait le passage. Ils la traversèrent en renversant les clôtures. Maintenant, ils se rapprochaient de Montsou. L'ondulation lente des terrains s'abaissait, élargissait la mer des pièces de betteraves, très loin, jusqu'aux maisons noires de Marchiennes. C'était, cette fois, une course de 5 grands kilomètres. Un élan tel les charriait qu'ils ne sentaient pas la fatigue atroce, leurs pieds brisés et meurtris. Toujours la queue s'allongeait, s'augmentait des camarades racolés en chemin dans les corons. Quand ils eurent passé le canal au pont Magache et qu'ils se présentèrent devant la Victoire, ils étaient 2000. Mais 3 heures avaient sonné, la sortie était faite, plus un homme ne restait au fond. Leur déception s'exhala en menaces vaines, ils ne purent que recevoir à coups de briques cassées les ouvriers de la coupe à terre qui arrivaient prendre leur service. Il y eut une débandade, la fosse déserte leur appartint. Et, dans leur rage de n'avoir pas une face de traître à gifler, ils s'attaquèrent aux choses. Une poche de rancune crevait en eux, une poche empoisonnée, grossie lentement. Des années et des années de faim les torturaient d'une fringale de massacre et de destruction. Derrière un hangar, Étienne aperçut des chargeurs qui remplissaient un tombereau de charbon. « Voulez-vous foutre le camp ?» cria-t-il. « Pas un morceau ne sortira !» Sous ses ordres, une centaine de grévistes accouraient, et les chargeurs n'eurent que le temps de s'éloigner. Des hommes dételèrent les chevaux qui s'effarèrent et partirent, piqués aux cuisses. Tandis que d'autres, en renversant le tombereau, cassaient les brancards. Levaque, à violents coups de hache, s'était jeté sur les tréteaux pour abattre les passerelles. Il résistait, et il eut l'idée d'arracher les rails, de couper la voie d'un bout à l'autre du carreau. Bientôt, la bande entière se mit à cette besogne. Maheu fit sauter des coussinets de fonte, armés de sa barre de fer, dont il se servait comme d'un levier. Pendant ce temps, la brûlée, entraînant les femmes, envahissait la lampisterie, où les bâtons, à la volée, couvrirent le sol d'un carnage de lampes. La Maheude, hors d'elle, tapait aussi fort que la Levaque. Toutes se trempèrent d'huile. La Mouquette s'essuyait les mains à son jupon en riant d'être si sale. Pour rigoler, Jeanlin lui avait vidé une lampe dans le cou. Mais ces vengeances ne donnaient pas à manger. Les ventres criaient plus haut, et la grande lamentation domina encore. « Du pain! Du pain! Du pain !» Justement, à la Victoire, un ancien porion tenait une cantine. Sans doute, il avait pris peur, sa baraque était abandonnée. Quand les femmes revinrent et que les hommes eurent achevé de défoncer la voie, ils assiégèrent la cantine,
dont les volets cédèrent tout de suite. On n'y trouva pas de pain. Il n'y avait là que 2 morceaux de viande crue et un sac de pommes de terre. Seulement, dans le pillage, on découvrit une 50aine de bouteilles de genièvre qui disparurent comme une goutte d'eau bue par du sable. Étienne, ayant vidé sa gourde, put la remplir. Peu à peu, une ivresse mauvaise, l'ivresse des affamés, ensanglantait ses yeux, faisait saillir des dents de loup entre ses lèvres pâlies. Et, brusquement, il s'aperçut que Chaval avait filé au milieu du tumulte. Il jura, des hommes coururent, on empoigna le fugitif, qui se cachait avec Catherine derrière la provision des bois. « Ah, bougre de salaud ! Tu as peur de te compromettre !» hurlait Étienne. « C'est toi, dans la forêt, qui demandais la grève des machineurs pour arrêter les pompes, et tu cherches maintenant à nous chier du poivre ? Eh bien, nom de Dieu, nous allons retourner à Gaston-Marie. Je veux que tu casses la pompe. Oui, nom de Dieu, tu la casseras. » Il était ivre. Il lançait lui-même ses hommes contre cette pompe qu'il avait sauvée quelques heures plus tôt. « À Gaston-Marie ! À Gaston-Marie !» Tous l'acclamèrent, se précipitèrent, pendant que Chaval, saisi aux épaules, entraîné, poussé violemment, demandait toujours qu'on le laissât se laver. « Va-t'en donc !» cria Maheu à Catherine, qui elle aussi avait repris sa course. Cette fois, elle ne recula même pas. Elle leva sur son père des yeux ardents et continua de courir. La bande, de nouveau, sillonna la plaine rase. Elle revenait sur ses pas, par les longues routes droites, par les terres sans cesse élargies. Il était 4 heures. Le soleil, qui baissait à l'horizon, allongeait sur le sol glacé les ombres de cette horde, aux grands gestes furieux. On évita Montsou. On retomba plus haut dans la route de Joiselle. Et, pour s'épargner le détour de la Fourche aux Bœufs, on passa sous les murs de la Piolaine. Les Grégoire, précisément, venaient d'en sortir, ayant à rendre une visite au notaire avant d'aller dîner chez les Hennebeau, où ils devaient retrouver Cécile. La propriété semblait dormir, avec son avenue de tilleuls déserte, son potager et son verger dénudé par l'hiver. Rien ne bougeait dans la maison, dont les fenêtres closes se ternissaient de la chaude buée intérieure. Et, du profond silence, sortait une impression de bonhomie et de bien-être, la sensation patriarcale des bons lits et de la bonne table, du bonheur sage où coulait l'existence des propriétaires. Sans s'arrêter, la bande jetait des regards sombres à travers les grilles, le long des murs protecteurs, hérissés de culs-de-bouteille. Le cri recommença. « Du pain! Du pain! Du pain !» Seuls les chiens répondirent par des abois féroces. Une paire de grands danois aux poils fauves qui se dressaient debout, la gueule ouverte. Et, derrière une persienne fermée, il n'y avait que les 2 bonnes, Mélanie, la cuisinière, et Honorine, la femme de chambre, attirée par ce cri, suant la peur, toute pâle de voir défiler ces sauvages. Elles tombèrent à genoux, elles se crurent mortes, en entendant une pierre, une seule, qui cassait un carreau d'une fenêtre voisine. C'était une farce de Jeanlin. Il avait fabriqué une fronde avec un bout de corde. Il laissait en passant un petit bonjour aux Grégoire. Déjà, il s'était remis à souffler dans sa corne. La bande se perdait au loin, avec le cri affaibli. « Du pain! Du pain! Du pain !» On arriva à Gaston-Marie, en une masse grossie encore, plus de 2500 forcenés, brisant tout, balayant tout avec la force accrue du torrent qui roule. Des gendarmes y avaient passé 1 heure plus tôt et s'en étaient allés du côté de Saint-Thomas, égarés par des paysans, sans même avoir la précaution, dans leur hâte, de laisser un poste de quelques hommes pour garder la fosse. En moins d'1 quart d'heure, les feux furent renversés, les chaudières vidées, les bâtiments envahis et dévastés. Mais c'était surtout la pompe qu'on menaçait. Il ne suffisait pas qu'elle s'arrêtât au dernier souffle expirant de la vapeur. On se jetait sur elle, comme sur une personne vivante, dont on voulait la vie. « À toi, le premier coup !» répétait Étienne, en mettant un marteau au poing de Chaval. « Allons, tu as juré avec les autres !» Chaval tremblait, se reculait.
et, dans la bousculade, le marteau tomba, pendant que les camarades, sans attendre, massacraient la pompe à coups de barres de fer, à coups de briques, à coups de tout ce qu'ils rencontraient sous leurs mains. Quelques-uns même brisaient sur elle des bâtons. Les écrous sautaient, les pièces d'acier et de cuivre se disloquaient, ainsi que des membres arrachés. Un coup de pioche à toute volée fracassa le corps de fonte, et l'eau s'échappa, se vida, et il y eut un gargouillement suprême, pareil à un hoquet d'agonie. C'était la fin. La bande se retrouva dehors, folle, s'écrasant derrière Étienne, qui ne lâchait point Chaval. « À mort, le traître ! Au puits ! Au puits !» Le misérable, livide, bégayait, en revenait, avec l'obstination imbécile de l'idée fixe, à son besoin de se débarbouiller. « Attends, si ça te gêne, dit la Levaque. Tiens, voilà le baquet. » Il y avait là une mare, une infiltration des eaux de la pompe. Elle était blanche d'une épaisse couche de glace. Et on l'y poussa, on cassa cette glace, on le força à tremper sa tête dans cette eau si froide. « Plonge donc !» répétait la brûlée. « Nom de Dieu ! Si tu ne plonges pas, on te fout dedans. Et maintenant, tu vas boire un coup, oui, oui, comme les bêtes, la gueule dans l'auge. » Il dut boire à quatre pattes. Tous riaient d'un rire de cruauté. Une femme lui tira les oreilles, une autre lui jeta au visage une poignée de crottins trouvés fraîches sur la route. Son vieux tricot ne tenait plus, en lambeaux. Et, hagard, il butait, il donnait des coups d'échine pour fuir. Maheu l'avait poussé. La Maheude était parmi celles qui s'acharnaient, satisfaisant tous les deux leur rancune ancienne. Et la Mouquette elle-même, qui restait d'ordinaire la bonne camarade de ses galants, s'enrageait après celui-là, le traitait de bon à rien, parlait de le déculotter pour voir s'il était encore un homme. Étienne la fit taire. « En voilà assez. Il n'y a pas besoin de s'y mettre tous. Si tu veux, toi, nous allons vider ça ensemble. » Ses poings se fermaient, ses yeux s'allumaient d'une fureur homicide. L'ivresse se tournait chez lui en un besoin de tuer. « Es-tu prêt ? Il faut que l'un de nous deux y reste. Donnez-lui un couteau. J'ai le mien. » Catherine, épuisée, épouvantée, le regardait. Elle se souvenait de ses confidences, de son envie de manger un homme lorsqu'il buvait, empoisonné dès le 3e verre, tellement ses soulards parents lui avaient mis de cette saleté dans le corps. Brusquement, elle s'élança, le souffleta de ses 2 mains de femme, lui cria sous le nez, étranglée d'indignation. « Lâche ! Lâche ! Lâche ! Ce n'est donc pas de trop, toutes ces abominations. Tu veux l'assassiner, maintenant, qu'il ne tient plus debout ?» Elle se tourna vers son père et sa mère. Elle se tourna vers les autres. « Vous êtes des lâches, des lâches. Tuez-moi donc avec lui. Je vous saute à la figure, moi, si vous le touchez encore. Oh, les lâches !» Et elle s'était plantée devant son homme. Elle le défendait, oubliant les coups, oubliant la vie de misère, soulevée dans l'idée qu'elle lui appartenait, puisqu'il l'avait prise, et que c'était une honte pour elle quand on l'abîmait ainsi. Étienne, sous les claques de cette fille, était devenu blême. Il avait failli d'abord l'assommer. Puis, après s'être essuyé la face, dans un geste d'homme qui se dégrise, il dit à Chaval, au milieu d'un grand silence. « Elle a raison. Ça suffit. Fous le camp. » Tout de suite, Chaval prit sa course, et Catherine galopa derrière lui. La foule, saisie, les regardait disparaître au coude de la route. Seule, la Maheude murmura. « Vous avez tort. Fallait le garder. Il va pour sûr faire quelque traîtrise. » Mais la bande s'était remise en marche. 5 heures allaient sonner. Le soleil d'une rougeur de braise, au bord de l'horizon, incendiait la plaine immense. Un colporteur qui passait leur apprit que les dragons descendaient du côté de Crèvecoeur. Alors, ils se replièrent. Un ordre courut. « À Montsou, à la direction. Du pain, du pain, du pain. » Chapitre 5.
Monsieur Hennebeau s'était mis devant la fenêtre de son cabinet pour voir partir la calèche qui emmenait sa femme déjeuner à Marchiennes. Il avait suivi un instant Négrel trottant près de la portière. Puis, il était revenu tranquillement s'asseoir à son bureau. Quand ni sa femme ni son neveu ne l'animaient du bruit de leur existence, la maison semblait vide. Justement, ce jour-là, le cocher conduisait madame. Rose, la nouvelle femme de chambre, avait congé jusqu'à 5 heures. Et il ne restait qu'Hippolyte, le valet de chambre, se traînant en pantoufles par les pièces, et que la cuisinière, occupée depuis l'aube à se battre avec ses casseroles, tout entière au dîner que ses maîtres donnaient le soir. Aussi, M. Hennebeau se promettait-il une journée de gros travail, dans ce grand calme de la maison déserte. Vers 9 heures, bien qu'il eût reçu l'ordre de renvoyer tout le monde, Hippolyte se permit d'annoncer Dansaert qui apportait des nouvelles. Le directeur apprit seulement alors la réunion tenue la veille dans la forêt, et les détails étaient d'une telle netteté qu'il l'écoutait en songeant aux amours avec la Pierronne, si connue que 2 ou 3 lettres anonymes par semaine dénonçaient les débordements du maître Porion. Évidemment, le mari avait causé. Cette police-là sentait le traversin. Il saisit même l'occasion, il laissa entendre qu'il savait tout et se contenta de recommander la prudence dans la crainte d'un scandale. Effaré de ses reproches, au travers de son rapport, Dansaert niait, bégayait des excuses, tandis que son grand nez avouait le crime par sa rougeur subite. Du reste, il n'insista pas, heureux d'en être quitte à si bon compte, car, d'ordinaire, le directeur se montrait d'une sévérité implacable d'homme pur dès qu'un employé se passait le régal d'une jolie fille dans une fosse. L'entretien continua sur la grève. Cette réunion de la forêt n'était encore qu'une fanfaronnade de braillards. Rien ne menaçait sérieusement. En tout cas, les corons ne bougeraient sûrement pas de quelques jours, sous l'impression de peur respectueuse que la promenade militaire du matin devait avoir produite. Lorsque M. Hennebeau se retrouva seul, il fut pourtant sur le point d'envoyer une dépêche au préfet. La crainte de donner inutilement cette preuve d'inquiétude le retint. Il ne se pardonnait déjà pas d'avoir manqué de flair, au point de dire partout, d'écrire même à la régie que la grève durerait au plus une quinzaine. Elle s'éternisait depuis près de 2 mois, à sa grande surprise. Et il s'en désespérait, il se sentait chaque jour diminué, compromis, forcé d'imaginer un coup d'éclat s'il voulait rentrer en grâce près des régisseurs. Il leur avait justement demandé des ordres dans l'éventualité d'une bagarre. La réponse tardait, il l'attendait par le courrier de l'après-midi. Et il se disait qu'il serait temps alors de lancer des télégrammes pour faire occuper militairement les fosses si telle était l'opinion de ces messieurs. Selon lui, ce serait la bataille, du sang et des morts à coup sûr. Une responsabilité pareille le troublait malgré son énergie habituelle. Jusqu'à 11 heures, il travailla paisiblement, sans autre bruit, dans la maison morte, que le bâton à cirer d'Hippolyte qui, très loin, au premier étage, frottait une pièce. Puis, coup sur coup, il reçut 2 dépêches, la première annonçant l'envahissement de Jean Bart par la bande de Montsou, la seconde racontant les câbles coupés, les feux renversés, tout le ravage. Il ne comprit pas. Qu'est-ce que les grévistes étaient allés faire chez Deneulin, au lieu de s'attaquer à une fosse de la compagnie? Du reste, il pouvait bien saccager Vandame, cela mûrissait le plan de conquête qu'il méditait. Et, à midi, il déjeuna, seul dans la vaste salle, servi en silence par le domestique dont il n'entendait même pas les pantoufles. Cette solitude assombrissait encore ses préoccupations. Il se sentait froid au cœur lorsqu'un porion, venu au pas de course, fut introduit et lui conta la marche de la bande sur Mirou. Presque aussitôt, comme il achevait son café, un télégramme lui apprit que Madeleine et Crèvecoeur étaient menacés à leur tour. Alors, sa perplexité devint extrême. Il attendait le courrier à 2 heures. Devait-il tout de suite demander des troupes? Valait-il mieux patienter, de façon à ne pas agir avant de connaître les ordres de la régie? Il retourna dans son cabinet. Il voulut lire une note qu'il avait prié Négrel de rédiger la veille pour le préfet. Mais il ne put mettre la main dessus.
Il réfléchit que peut-être le jeune homme l'avait laissé dans sa chambre où il écrivait souvent la nuit. Et, sans prendre de décision, poursuivi par l'idée de cette note, il monta vivement la chercher dans la chambre. En entrant, M. Hennebeau eut une surprise. La chambre n'était pas faite, sans doute un oubli ou une paresse d'Hippolyte. Il régnait là une chaleur moite, la chaleur enfermée de toute une nuit, alourdie par la bouche du calorifère restée ouverte. Et il fut pris aux narines, il suffoqua dans un parfum pénétrant qu'il crut être l'odeur des eaux de toilette, dont la cuvette se trouvait pleine. Un grand désordre encombrait la pièce, des vêtements épars, des serviettes mouillées jetées au dossier des sièges, le lit béant, un drap arraché traînant jusque sur le tapis. D'ailleurs, il n'eut d'abord qu'un regard distrait. Il s'était dirigé vers une table, couverte de papier, et il y cherchait la note introuvable. 2 fois, il examina les papiers un à un. Elle n'y était décidément pas. Où diable cet écervelé de Paul avait-il bien pu la fourrer? Et, comme M. Hennebeau revenait au milieu de la chambre en donnant un coup d'œil sur chaque meuble, il aperçut, dans le lit ouvert, un point vif qui luisait pareil à une étincelle. Il s'approcha machinalement, envoya la main. C'était, entre 2 plis du drap, un petit flacon d'or. Tout de suite, il avait reconnu un flacon de Madame Hennebeau, le flacon d'éther qui ne la quittait jamais. Mais il ne s'expliquait pas la présence de cet objet. Comment pouvait-il être dans le lit de Paul? Et, soudain, il blêmit affreusement. Sa femme avait couché là. « Pardon, » murmura la voix d'Hippolyte au travers de la porte. « J'ai vu monter monsieur. » Le domestique était entré. Le désordre de la chambre le consterna. « Mon Dieu, c'est vrai, la chambre qui n'est pas faite. Aussi, Rose est sortie en me lâchant tout le ménage sur le dos. » Hennebeau avait caché le flacon dans sa main, et il le serrait à le briser. « Que voulez-vous ?»« Monsieur, c'est encore un homme. Il arrive de Crèvecoeur. Il a une lettre. Bien, laissez-moi. Dites-lui d'attendre. » Sa femme avait couché là. Quand il eut poussé le verrou, il rouvrit la main. Il regarda le flacon qui s'était marqué en rouge dans sa chair. Brusquement, il voyait, il entendait. Cette ordure se passait chez lui depuis des mois. Il se rappelait son ancien soupçon, les frôlements contre les portes, les pieds nus s'en allant la nuit par la maison silencieuse. Oui, c'était sa femme qui montait coucher là. Tombé sur une chaise, en face du lit qu'il contemplait fixement, il demeura de longues minutes comme assommé. Un bruit le réveilla, on frappait à la porte, on essayait d'ouvrir. Il reconnut la voix du domestique. « Monsieur ! Ah, monsieur s'est enfermé. Quoi encore? Il paraît que ça presse, les ouvriers cassent tout. 2 autres hommes sont en bas, il y a aussi des dépêches. Fichez-moi la paix, dans un instant. » L'idée qu'Hippolyte aurait découvert lui-même le flacon s'il avait fait la chambre le matin venait de le glacer. Et, d'ailleurs, ce domestique devait savoir. Il avait trouvé 20 fois le lit chaud encore de l'adultère, des cheveux de madame traînant sur l'oreiller, des traces abominables souillant les linges. S'il s'acharnait à le déranger, c'était méchamment. Peut-être était-il demeuré l'oreille collée à la porte, excité par la débauche de ses maîtres. Alors, M. Hennebeau ne bougea plus. Il regardait toujours le lit. Le long passé de souffrance se déroulait, son mariage avec cette femme, leur malentendu immédiat de cœur et de chair, les amants qu'elle avait eus sans qu'il s'en doutât, celui qu'il lui avait toléré pendant 10 ans, comme on tolère un goût immonde à une malade. Puis, c'était leur arrivée à Montsou, un espoir fou de la guérir, des mois d'alanguissement, d'exil ensommeillé, l'approche de la vieillesse qui allait enfin la lui rendre. Puis, leur neveu débarquait, ce Paul dont elle devenait la mère, auquel elle parlait de son cœur mort, enterré sous la cendre à jamais. Et, mari imbécile, il ne prévoyait rien. Il adorait cette femme qui était la sienne,
que des hommes avaient eue, que lui seul ne pouvait avoir. Il l'adorait d'une passion honteuse, au point de tomber à genoux si elle avait bien voulu lui donner le reste des autres. Le reste des autres. Elle le donnait à cet enfant. Un coup de timbre lointain, à ce moment, fit tressaillir M. Hennebeau. Il le reconnut. C'était le coup que l'on frappait, d'après ses ordres, lorsqu'arrivait le facteur. Il se leva. Il parla à voix haute, dans un flot de grossièreté dont sa gorge douloureuse crevait malgré lui. « Ah, je m'en fous de leurs dépêches et de leurs lettres !» Maintenant, une rage l'envahissait, le besoin d'un cloaque pour y enfoncer de telles saletés à coups de talon. Cette femme était une salope. Il cherchait des mots crus, il en souffletait son image. L'idée brusque du mariage qu'elle poursuivait d'un sourire si tranquille entre Cécile et Paul acheva de l'exaspérer. Il n'y avait donc même plus de passion, plus de jalousie au fond de cette sensualité vivace. Ce n'était à cette heure qu'un joujou pervers, l'habitude de l'homme, une récréation prise comme un dessert accoutumé. Et il l'accusait de tout, il innocentait presque l'enfant auquel elle avait mordu dans ce réveil d'appétit, ainsi qu'on mord au premier fruit vert volé sur la route. Qui mangerait-elle ? Jusqu'où tomberait-elle quand elle n'aurait plus des neveux complaisants, assez pratiques pour accepter, dans leur famille, la table, le lit et la femme ? On gratta timidement à la porte. La voix d'Hippolyte se permit de souffler par le trou de la serrure. « Monsieur, le courrier. Et il y a aussi monsieur Dansaert qui est revenu, en disant qu'on s'égorge. »« Je descends, nom de Dieu !» Qu'allait-il leur faire ? Les chasser à leur retour de Marchienne, comme des bêtes puantes dont il ne voulait plus sous son toit ? Il prendrait une trique. Il leur crierait de porter ailleurs le poison de leur accouplement. C'était de leurs soupirs, de leur haleine confondue, dont s'alourdissait la tiédeur moite de cette chambre. L'odeur pénétrante qui l'avait suffoqué, c'était l'odeur de musc que la peau de sa femme exhalait, un autre goût pervers, un besoin charnel de parfums violents. Et il retrouvait ainsi la chaleur, l'odeur de la fornication, l'adultère vivant, dans les pots qui traînaient, dans les cuvettes encore pleines, dans le désordre des linges, des meubles, de la pièce entière, empestée de vices. Une fureur d'impuissance le jeta sur le lit à coups de poing, et il le massacra, et il laboura les places où il voyait l'empreinte de leurs deux corps, enragés, des couvertures arrachées, des draps froissés, mous et inertes sous ses coups, comme éreintés eux-mêmes des amours de toute la nuit. Mais, brusquement, il crut entendre Hippolyte remonter. Une honte l'arrêta. Il resta un instant encore, haletant, à s'essuyer le front, à calmer les bonds de son cœur. Debout, devant une glace, il contemplait son visage, si décomposé qu'il ne le reconnaissait pas. Puis, quand il eut regardé s'apaiser peu à peu, par un effort de volonté suprême, il descendit. En bas, 5 messagers étaient debout, sans compter Dansaert. Tous lui apportaient des nouvelles d'une gravité croissante sur la marche des grévistes à travers les fosses. Et le maître Porion lui conta longuement ce qui s'était passé à Mirou, sauvé par la belle conduite du père Candieu. Il écoutait, hochait la tête, mais il n'entendait pas, son esprit était demeuré là-haut, dans la chambre. Enfin, il les congédia, il dit qu'il allait prendre des mesures. Lorsqu'il se retrouva seul, assis devant son bureau, il parut s'y assoupir, la tête entre les mains, les yeux ouverts. Son courrier était là, il se décida à y chercher la lettre attendue, la réponse de la régie, dont les lignes dansèrent d'abord. Pourtant, il finit par comprendre que ces messieurs souhaitaient quelque bagarre. Certes, il ne lui commandait pas d'empirer les choses. Mais il laissait percer que des troubles hâteraient le dénouement de la grève en provoquant une répression énergique. Dès lors, il n'hésita plus. Il lança des dépêches de tous côtés, au préfet de Lille, au corps de troupes de Douai, à la gendarmerie de Marchienne. C'était un soulagement. Il n'avait qu'à s'enfermer. Même il fit répandre la rumeur qu'il souffrait de la goutte. Et, tout l'après-midi, il se cacha au fond de son cabinet,
ne recevant personne, se contentant de lire les dépêches et les lettres qui continuaient de pleuvoir. Il suivit ainsi de loin la bande, de Madeleine à Crèvecoeur, de Crèvecoeur à la Victoire, de la Victoire à Gaston-Marie. D'autre part, des renseignements lui arrivaient sur l'effarement des gendarmes et des dragons égarés en route, tournant sans cesse le dos aux fosses attaquées. On pouvait s'égorger et tout détruire. Il avait remis la tête entre ses mains, les doigts sur les yeux, et il s'abîmait dans le grand silence de la maison vide, où il ne surprenait, par moments, que le bruit des casseroles de la cuisinière, en plein coup de feu, pour son dîner du soir. Le crépuscule assombrissait déjà la pièce. Il était 5 heures lorsqu'un vacarme fit sursauter M. Hennebeau, étourdi, inerte, les coudes toujours dans ses papiers. Il pensa que les 2 misérables rentraient, mais le tumulte augmentait. Un cri éclata, terrible, à l'instant où il s'approchait de la fenêtre. « Du pain! Du pain! Du pain !» C'étaient les grévistes qui envahissaient Montsou, pendant que les gendarmes, croyant à une attaque sur le Voreux, galopaient, le dos tourné, pour occuper cette fosse. Justement, à 2 kilomètres des premières maisons, un peu en dessous du carrefour où se coupaient la grande route et le chemin de Vandame, Madame Hennebeau et ses demoiselles venaient d'assister au défilé de la bande. La journée à Marchiennes s'était passée gaiement, un déjeuner aimable chez le directeur des forges, puis une intéressante visite aux ateliers et à une verrerie du voisinage pour occuper l'après-midi. Et, comme on rentrait enfin, par ce déclin limpide d'un beau jour d'hiver, Cécile avait eu la fantaisie de boire une tasse de lait en apercevant une petite ferme qui bordait la route. Toutes alors étaient descendues de la calèche. Négrel avait galamment sauté de cheval, pendant que la paysanne, effarée de ce beau monde, se précipitait, parlait de mettre une nappe avant de servir. Mais Lucie et Jeanne voulaient voir traire le lait. On était allé dans l'étable même avec les tasses. On en avait fait une partie champêtre, riant beaucoup de la litière où l'on enfonçait. Madame Hennebeau, de son air de maternité complaisante, buvait du bout des lèvres, lorsqu'un bruit étrange, ronflant au dehors, l'inquiéta. « Qu'est-ce donc ?» L'étable, bâtie au bord de la route, avait une large porte charretière, car elle servait en même temps de grenier à foin. Déjà, les jeunes filles, allongeant la tête, s'étonnaient de ce qu'elles distinguaient à gauche, un flot noir, une cohue qui débouchait en hurlant du chemin de Vandame. « Diable !» murmura Négrel, également sorti. « Est-ce que nos braillards finiraient par se fâcher ?»« C'est peut-être encore les charbonniers, » dit la paysanne. « Voilà 2 fois qu'ils passent. Paraît que ça ne va pas bien. Ils sont les maîtres du pays. » Elle lâchait chaque mot avec prudence. Elle en guettait l'effet sur les visages. Et, quand elle remarqua l'effroi de tous, la profonde anxiété où la rencontre les jetait, elle se hâta de conclure. « Oh, les gueux! Oh, les gueux !» Négrel, voyant qu'il était trop tard pour remonter en voiture et gagner Montsou, donna l'ordre au cocher de rentrer vivement la calèche dans la cour de la ferme, où l'attelage resta caché derrière un hangar. Lui-même attacha sous ce hangar son cheval, dont un galopin avait tenu la bride. Lorsqu'il revint, il trouva sa tante et les jeunes filles éperdues, prêtes à suivre la paysanne, qui leur proposait de se réfugier chez elle. Mais il fut d'avis qu'on était là plus en sûreté. Personne ne viendrait certainement les chercher dans ce foin. La porte charretière, pourtant, fermait très mal, et elle avait de telles fentes qu'on apercevait la route entre ces bois vermoulus. « Allons, du courage, dit-il. Nous vendrons notre vie chèrement. » Cette plaisanterie augmenta la peur. Le bruit grandissait. On ne voyait rien encore, et sur la route vide, un vent de tempête semblait souffler, pareil à ces rafales brusques qui précèdent les grands orages. « Non, non, je ne veux pas regarder, » dit Cécile en allant se blottir dans le foin. Madame Hennebeau, très pâle, prise d'une colère contre ces gens qui gâtaient un de ses plaisirs, se tenait en arrière, avec un regard oblique et répugné, tandis que Lucie et Jeanne, malgré leur tremblement, avaient mis un œil à une fente, désireuses de ne rien perdre du spectacle. Le roulement de tonnerre approchait, la terre fut ébranlée, et Jeanlin galopa le premier,
soufflant dans sa corne. « Prenez vos flacons, la sueur du peuple qui passe !» murmura Négrel, qui, malgré ses convictions républicaines, aimait à plaisanter la canaille avec les dames. Mais son mot spirituel fut emporté dans l'ouragan des gestes et des cris. Les femmes avaient paru, près d'1 millier de femmes, aux cheveux épars, dépeignées par la course, aux guenilles montrant la peau nue, des nudités de femelles lasses d'enfanter des mœurs de faim. Quelques-unes tenaient leur petit entre les bras, le soulevaient, l'agitaient, ainsi qu'un drapeau de deuil et de vengeance. D'autres, plus jeunes, avec des gorges gonflées de guerrières, brandissaient des bâtons, tandis que les vieilles, affreuses, hurlaient si fort que les cordes de leurs cous décharnés semblaient se rompre. Et les hommes déboulèrent ensuite. 2000 furieux, des galibots, des haveurs, des raccommodeurs, une masse compacte qui roulait d'un seul bloc, serrée, confondue, au point qu'on ne distinguait ni les culottes déteintes, ni les tricots de laine en loques, effacés dans la même uniformité terreuse. Les yeux brûlaient. On voyait seulement les trous des bouches noires, chantant la Marseillaise, dont les strophes se perdaient en un mugissement confus, accompagné par le claquement des sabots sur la terre dure. Au-dessus des têtes, parmi le hérissement des barres de fer, une hache passa, portée toute droite, et cette hache unique, qui était comme l'étendard de la bande, avait, dans le ciel clair, le profil aigu d'un couperet de guillotine. « Quels visages atroces !» balbutia madame Hennebeau. Négrel dit entre ses dents. « Le diable m'emporte si j'en reconnais un seul. D'où sortent-ils donc, ces bandits-là ?» Et, en effet, la colère, la faim, ces 2 mois de souffrance et cette débandade enragée au travers des fosses avaient allongé en mâchoires de bêtes fauves les faces placides des houilleurs de Montsou. À ce moment, le soleil se couchait. Les derniers rayons, d'un pourpre sombre, ensanglantaient la plaine. Alors, la route sembla charrier du sang. Les femmes, les hommes, continuaient à galoper, saignant comme des bouchers en pleine tuerie. « Oh, superbe !» dirent à demi-voix Lucie et Jeanne, remuées dans leur goût d'artiste par cette belle horreur. Elles s'effrayaient pourtant. Elles reculèrent près de madame Hennebeau, qui s'était appuyée sur une auge. L'idée qu'il suffisait d'un regard entre les planches de cette porte disjointe pour qu'on les massacrât la glaçait. Négrel se sentait blêmir lui aussi, très brave d'ordinaire, saisi là d'une épouvante supérieure à sa volonté, une de ces épouvantes qui soufflent de l'inconnu. Dans le foin, Cécile ne bougeait plus, et les autres, malgré leur désir de détourner les yeux, ne le pouvaient pas, regardaient quand même. C'était la vision rouge de la Révolution qui les emporterait tous, fatalement, par une soirée sanglante de cette fin de siècle. Oui, un soir, le peuple, lâché, débridé, galoperait ainsi sur les chemins, et il ruissellerait du sang des bourgeois. Il promènerait des têtes, il sèmerait l'or des coffres éventrés. Les femmes hurleraient, les hommes auraient ces mâchoires de loup ouvertes pour mordre. Oui, ce seraient les mêmes guenilles, le même tonnerre de gros sabots, la même cohue effroyable, de peau sale, d'haleine empestée, balayant le vieux monde, sous leur poussée débordante de barbares. Des incendies flamberaient, on ne laisserait pas debout une pierre des villes, on retournerait à la vie sauvage dans les bois, après le grand rut, la grande ripaille, où les pauvres, en une nuit, efflanqueraient les femmes et videraient les caves des riches. Il n'y aurait plus rien, plus un sou des fortunes, plus un titre des situations acquises, jusqu'au jour où une nouvelle terre repousserait peut-être. Oui, c'étaient ces choses qui passaient sur la route, comme une force de la nature, et ils en recevaient le vent terrible au visage. Un grand cri s'éleva, domina la Marseillaise. « Du pain! Du pain! Du pain !» Lucie et Jeanne se serrèrent contre madame Hennebeau, défaillante, tandis que Négrel se mettait devant elle comme pour les protéger de son corps. Était-ce donc ce soir même que l'antique société craquait ?
et ce qu'ils virent alors acheva de les hébéter. La bande s'écoulait, il n'y avait plus que la queue des traînards, lorsque la mouquette déboucha. Elle s'attardait, elle guettait les bourgeois sur les portes de leur jardin, aux fenêtres de leur maison, et, quand elle en découvrait, ne pouvant leur cracher au nez, elle leur montrait ce qui était pour elle le comble de son mépris. Sans doute, elle en aperçut un, car, brusquement, elle releva ses jupes, tendit les fesses, montra son derrière énorme, nu, dans un dernier flamboiement du soleil. Il n'avait rien d'obscène, ce derrière, et ne faisait pas rire. Farouche. Tout disparut, le flot roulait sur Montsou, le long des lacets de la route, entre les maisons basses, bariolées de couleurs vives. On fit sortir la calèche de la cour, mais le cocher n'osait prendre sur lui de ramener madame et ses demoiselles sans encombre, si les grévistes tenaient le pavé. Et le pis était qu'il n'y avait pas d'autre chemin. « Il faut pourtant que nous rentrions, le dîner nous attend, » dit madame Hennebeau, hors d'elle, exaspérée par la peur. « Ces sales ouvriers ont encore choisi un jour où j'ai du monde. Allez donc faire du bien à ça. » Lucie et Jeanne s'occupaient à retirer du foin Cécile qui se débattait, croyant que ces sauvages défilaient sans cesse et répétant qu'elle ne voulait pas voir. Enfin, toutes reprirent place dans la voiture. Négrel, remonté à cheval, eut alors l'idée de passer par les ruelles de Réquillart. « Marchez doucement, » dit-il au cocher, « car le chemin est atroce. Si des groupes vous empêchent de revenir à la route, là-bas, vous vous arrêterez derrière la vieille fosse, et nous rentrerons à pied par la petite porte du jardin, tandis que vous remiserez la voiture et les chevaux n'importe où, sous le hangar d'une auberge. » Ils partirent. La bande, au loin, ruisselait dans Montsou. Depuis qu'ils avaient vu, à 2 reprises, des gendarmes et des dragons, les habitants s'agitaient, affolés de panique. Il circulait des histoires abominables, on parlait d'affiches manuscrites, menaçant les bourgeois de leur crever le ventre. Personne ne les avait lues, on n'en citait pas moins des phrases textuelles. Chez le notaire surtout, la terreur était à son comble, car il venait de recevoir par la poste une lettre anonyme, où on l'avertissait qu'un baril de poudre se trouvait enterré dans sa cave, prêt à le faire sauter s'il ne se déclarait pas en faveur du peuple. Justement, les Grégoire, attardés dans leur visite par l'arrivée de cette lettre, la discutaient, la devinaient l'œuvre d'un farceur, lorsque l'invasion de la bande acheva d'épouvanter la maison. Eux souriaient. Ils regardaient en écartant le coin d'un rideau et se refusaient à admettre un danger quelconque, certains, disaient-ils, que tout finirait à l'amiable. 5 heures sonnaient. Ils avaient le temps d'attendre que le pavé fût libre pour aller, en face, dîner chez les Hennebeau, où Cécile, rentrée sûrement, devait les attendre. Mais, dans Montsou, personne ne semblait partager leur confiance. Des gens éperdus couraient, les portes et les fenêtres se fermaient violemment. Ils aperçurent Maigrat de l'autre côté de la route qui barricadait son magasin à grand renfort de barres de fer, si pâle et si tremblant que sa petite femme chétive était forcée de serrer les écrous. La bande avait fait halte devant l'hôtel du directeur. Le cri retentissait. « Du pain, du pain, du pain !» Monsieur Hennebeau était debout à la fenêtre, lorsqu'Hippolyte entra fermer les volets, de peur que les vitres ne fussent cassées à coups de pierre. Il ferma de même tous ceux du rez-de-chaussée. Puis il passa au premier étage. On entendit les grincements des espagnolettes, les claquements des persiennes, un à un. Par bonheur, on ne pouvait clore de même la baie de la cuisine, dans le sous-sol. Une baie inquiétante où rougeoyaient les feux des casseroles et de la broche. Machinalement, M. Hennebeau, qui voulait voir, remonta au second étage, dans la chambre de Paul. C'était la mieux placée, à gauche, car elle permettait d'enfiler la route jusqu'au chantier de la compagnie. Et il se tint derrière la persienne, dominant la foule. Mais cette chambre l'avait saisi de nouveau, la table de toilette épongée et en ordre, le lit froid, aux draps nets et bien tirés. Toute sa rage de l'après-midi
cette furieuse bataille au fond du grand silence de sa solitude, aboutissait maintenant à une immense fatigue. Son être était déjà comme cette chambre, refroidi, balayé des ordures du matin, rentré dans la correction d'usage. À quoi bon un scandale ? Est-ce que rien était changé chez lui ? Sa femme avait simplement un amant de plus. Cela aggravait à peine le fait qu'elle eût choisi dans la famille. Et peut-être même y avait-il avantage, car elle sauvegardait ainsi les apparences. Il se prenait en pitié au souvenir de sa folie jalouse. Quel ridicule d'avoir assommé ce lit à coups de poing. Puisqu'il avait toléré un autre homme, il tolérerait bien celui-là. Ce ne serait que l'affaire d'un peu de mépris encore. Une amertume affreuse lui empoisonnait la bouche. L'inutilité de tout, l'éternelle douleur de l'existence, la honte de lui-même, qui adorait et désirait toujours cette femme dans la saleté où il l'abandonnait. Sous la fenêtre, les hurlements éclatèrent avec un redoublement de violence. « Du pain, du pain, du pain !» « Imbécile !» dit M. Hennebeau entre ses dents serrées. Il les entendait l'injurier à propos de ses gros appointements, le traiter de fainéant et de ventru, de sale cochon, qui se foutait des indigestions de bonnes choses, quand l'ouvrier crevait la faim. Les femmes avaient aperçu la cuisine, et c'était une tempête d'imprécations contre le faisan qui rôtissait, contre les sauces dont l'odeur grasse ravageait leurs estomacs vides. Ah, ces salauds de bourgeois, on leur en collerait du champagne et des truffes pour se faire péter les tripes. Du pain, du pain, du pain. Imbécile, répéta M. Hennebeau, est-ce que je suis heureux ? Une colère le soulevait contre ces gens qui ne comprenaient pas. Il leur en aurait fait cadeau volontiers, de ces gros appointements, pour avoir, comme eux, le cuir dur, l'accouplement facile et sans regret. Que ne pouvait-il les asseoir à sa table, les empâter de son faisan, tandis qu'il s'en irait forniquer derrière les haies, culbuter des filles, en se moquant de ceux qui les avaient culbutées avant lui. Il aurait tout donné, son éducation, son bien-être, son luxe, sa puissance de directeur, s'il avait pu être, une journée, le dernier des misérables qui lui obéissaient, libre de sa chair, assez goujat pour gifler sa femme et prendre du plaisir sur les voisines. Et il souhaitait aussi de crever la faim, d'avoir le ventre vide, l'estomac tordu de crampes ébranlant le cerveau d'un vertige. Peut-être cela aurait-il tué l'éternelle douleur ? Ah, vivre en brute, ne rien posséder à soi, battre les blés avec la herscheuse la plus laide, la plus sale, et être capable de s'en contenter. Du pain, du pain, du pain. Alors il se fâcha, il cria furieusement dans le vacarme. Du pain, est-ce que ça suffit, imbécile ? Il mangeait, lui, et il n'en râlait pas moins de souffrance. Son ménage ravagé, sa vie entière endolorie lui remontait à la gorge, en un hoquet de mort. Tout n'allait pas pour le mieux, parce qu'on avait du pain. Quel était l'idiot qui mettait le bonheur de ce monde dans le partage de la richesse ? Ces songes creux de révolutionnaires pouvaient bien démolir la société et en rebâtir une autre. Ils n'ajouteraient pas une joie à l'humanité. Ils ne lui retireraient pas une peine en coupant à chacun sa tartine. Même, ils élargiraient le malheur de la terre. Ils feraient un jour hurler jusqu'aux chiens de désespoir. Lorsqu'il les aurait sortis de la tranquille satisfaction des instincts pour les hausser à la souffrance inassouvie des passions. Non, le seul bien était de ne pas être, et, si l'on était, d'être l'arbre, d'être la pierre, moins encore le grain de sable qui ne peut saigner sous le talon des passants. Et, dans cette exaspération de son tourment, des larmes gonflèrent les yeux de M. Hennebeau, crevèrent en gouttes brûlantes le long de ses joues. Le crépuscule noyait la route lorsque des pierres commencèrent à cribler la façade de l'hôtel. Sans colère maintenant contre ses affamés, enragé seulement par la plaie cuisante de son cœur,
il continuait à bégayer au milieu de ses larmes. Les imbéciles, les imbéciles. Mais le cri du ventre domina, un hurlement souffla en tempête, balayant tout. Du pain, du pain, du pain.